Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, 10h30, un coup de fil aujourd'hui à Anaïs Desfosses. Bonjour, vous êtes porte-parole de la Fondation des femmes. Merci d'être avec nous. Vous êtes également avocate. Anne-Cécile Maillefer qui devait être avec nous, qui est la présidente de la Fondation des femmes, n'a pas pu être là, mais vous connaissez évidemment extrêmement bien ce sujet des violences faites aux femmes. Journée internationale pour l'élimination de ces violences, l'occasion de faire un point sur le Grenelle, sur ce qui s'est passé depuis un an. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont progressé, qui ont changé? Eva Darlan, vous l'avez peut-être entendu, a dit oui, ce qui a progressé, c'est le nombre de viols et le nombre de femmes battues. Est-ce que vous iriez jusque-là? Bonjour Valérie, merci de nous accueillir. Anne-Cécile Maillefer s'excuse bien entendu de son absence. Je ne sais pas si j'irai jusque-là. Oui, bien sûr, il y a une progression des violences. Par contre, il y a quand même des choses positives. Lors du premier confinement, il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Aujourd'hui, la Fondation des femmes sort un rapport que vous trouvez sur le site internet où est largement pour mieux protéger les femmes victimes de violences. On doit quand même reconnaître que le confinement, qui a été une accélération des violences faites aux femmes et des violences conjugales, a amené notamment le gouvernement à prendre des mesures financières et on a vu de réelles évolutions dans la prise en charge des femmes. Ce que nous, on dénonce un peu aujourd'hui, c'est qu'une fois ce premier confinement levé, les mesures n'ont pas été maintenues. Et c'est un peu là que le bât blesse aujourd'hui. Alors, quelles étaient ces mesures et qu'est-ce qu'elles ont permis de faire concrètement ? Alors, il y a eu un peu de budget qui a été mis en place, notamment sur la question de l'hébergement des femmes victimes de violences, sur l'impérieuse nécessité qu'elles soient convenablement prises en charge lorsqu'elles se présentent dans un commissariat ou dans un service de gendarmerie. C'est à peu près les deux principales axes qui ont été pris. Il y a eu un peu de financement également pour les associations avec du matériel informatique pour leur permettre de faire du télétravail et de continuer à bien prendre en charge les femmes victimes de violences et de violences conjugales. Voilà un peu sur les quelques mesures, avec aussi des dispositifs qui ont été mis en place, un SMS, un numéro par SMS pour alerter, des partenariats avec les pharmacies. Quand une femme se présentait dans une pharmacie, elle pouvait tirer la sonnette d'alarme. Voilà un peu. Mais ce qui est toujours compliqué, c'est le premier pas, c'est la femme qui va oser briser le tabou, sortir de l'emprise du mari violent. Ça reste une problématique. Et puis ce que proposait effectivement ce magistrat, c'est d'écarter le mari violent. On en est où de cela? Complètement. Alors là, vous abordez plein de choses à la fois en même temps. Oui, évidemment, le premier pas est le plus compliqué. C'est notamment pour ça que la Fondation des femmes est très soucieuse du financement des associations, puisque généralement, ces femmes, quand elles franchissent une porte, c'est plutôt celle d'une association. D'où l'intérêt qu'elles puissent continuer à être bien formées, qu'elles puissent continuer à fonctionner. Sur la deuxième problématique que vous abordez, ça fait partie aussi de la possibilité de libérer la parole de la femme, en tout cas de pouvoir mener une action en justice. Ce n'est pas à la femme normalement de partir du domicile familial, mais c'est à l'auteur d'en être retiré. Il y a des mesures de plus en plus, notamment il y a eu, vous en avez sans doute entendu parler, le bracelet anti-rapprochement qui a été mis en place, qui va commencer à voir le jour. Il y a un premier qui a été validé au tribunal de Pontoise. Il y a dans le projet de financement 2021 la question de lieu d'hébergement pour les auteurs, dans l'idée justement qu'il y ait une éviction effective et un lieu de prise en charge. Avec une problématique de soins aussi, parce que c'est pas le tout l'éviction, mais c'est aussi pouvoir potentiellement les traiter et voire éviter la récidive. Ça commence à s'améliorer. Tout le monde a pris la notion de cette éviction. Maintenant, l'effectivité de la mesure, on en est encore loin. On en est encore au balbutiement, même sur les décisions de justice qui sont prises au décours des ordonnances de protection, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les décisions de justice ne sont pas suffisantes, à votre avis, contre les maris violents? Oui, je pense qu'elles ne sont pas encore suffisantes. Et puis, il y a la question aussi de, une fois que c'est prononcé, quel que soit le cas dans lequel c'est prononcé, il faut quand même pouvoir sécuriser la femme. C'est pas le tout de dire la femme, on va la laisser dans son domicile si elle en est d'accord. Parce qu'on a aussi des femmes qui nous disent, moi, je préfère pas rester au domicile parce que ça me rappelle de mauvais souvenirs, parce que ça réalimente le psychotraumatisme. Il faut pouvoir les sécuriser.
D'où la notion de bracelet anti-rapprochement, d'où la notion de téléphone grave danger. Et ça, c'est des dispositifs qu'il va falloir, d'une part, maintenir, mais ça, j'ai pas de doute dessus, mais qu'il va falloir étendre. On n'en a encore pas suffisamment. Le bracelet anti-rapprochement, on va voir, ça vient juste d'être mis en place, mais ce sont des mesures essentielles. Et puis, aussi les soins, pardon. Je fais une petite parenthèse, mais c'est important de développer des soins en psychotraumatisme spécialisés sur des structures qui ont l'habitude, qui sont formées. Ça, c'est le nerf de la guerre aussi. Oui, il y a le cas aussi des enfants. Il y avait un article dans le journal du dimanche, en particulier pendant le confinement, c'est-à-dire ces enfants qui sont dans des foyers où les femmes sont victimes de violences. Souvent, les enfants eux-mêmes en sont victimes. Bien sûr, ils en sont toujours victimes. C'est-à-dire quand un homme frappe sa femme, il frappe aussi ses enfants. C'est systématique. Non, c'est pas en ce sens que je le dis. Il y a une convention d'Istanbul qui indique, la France l'a ratifiée, qui indique que tous les enfants témoins de violences conjugales sont co-victimes. Oui. En France, on a traduit ça par une circonstance aggravante en présence d'eux. C'est-à-dire que les violences commises en présence des enfants sont plus sévèrement sanctionnées, en tout cas plus sévèrement punissables. Les enfants sont toujours victimes. Un enfant qui a été témoin visuel ou auditif de violences psychologiques ou physiques à l'encontre de sa mère développe un psychotraumatisme majeur. Donc oui, ils sont toujours victimes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont eux-mêmes victimes de violences corporelles. Et il faut sortir, on en sort de plus en plus. Monsieur Durand, qui est juge des enfants au tribunal de Bobigny, le dit très bien. Il faut sortir de cette notion de un mari violent peut être un bon père. Non, un mari violent n'est pas un bon père. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui nous écoutent en ce moment, qui sont victimes de violences conjugales et qui n'osent pas franchir le cap, qui n'osent pas aller dénoncer ce mari violent pour plein de raisons, parce que souvent peut-être elles n'ont pas d'emploi. Il faut savoir que c'est dans tous les milieux, c'est pas je dis ça comme ça, mais il y a aussi des femmes chefs d'entreprise qui sont victimes de violences conjugales. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes qui ont peur finalement de se retrouver seules, de briser un foyer, même si ce foyer est imparfait? Il faut y aller, il faut absolument dénoncer. Alors, je ne vais pas leur dire il faut y aller parce que c'est leur donner une injonction quelque part alors qu'elles subissent déjà la contrainte tous les jours, mais plutôt leur dire qu'on a bien progressé en France, que maintenant on a quand même des acteurs de mieux en mieux formés et que si leur crainte c'est de passer la porte d'un commissariat, elles peuvent peut-être se rendre auprès d'une association pour qu'on les aide, pour qu'on les accompagne dans ce parcours qui sera certes difficile mais salvateur pour elles comme pour leurs enfants. Oui, sur les médecins qui aujourd'hui ont le droit de faire des signalements, est-ce que c'est une avancée évidemment? Est-ce qu'il y a eu des effets justement à cela? Est-ce que les médecins peuvent être là aussi un relais pour ces femmes? Moi, je trouve que c'est une mesure qui est essentielle parce que quand vous vous présentez plusieurs fois auprès de votre médecin traitant ou au service des urgences avec de multiples lésions et que finalement on ne vous pose pas vraiment de questions mais qu'on se rend bien compte que vous n'avez pas pris la porte du placard de la cuisine comme vous avez pu le déclarer, je trouve ça essentiel que ces professionnels maintenant soient dans cette capacité, sans trahir le secret médical, de pouvoir faire des signalements. Ce sera peut-être, et c'est même souvent, le premier interlocuteur d'une femme victime de violence qui ne va pas dire directement qu'elle est victime, mais eux vont pouvoir lui ouvrir le chemin. Plein de professionnels en parlent très bien. Je pense notamment à Mathilde Delépine de la Maison des Femmes à Saint-Denis, qui explique que le questionnement systématique, c'est très important pour tous les professionnels, y compris du corps médical. Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, du gouvernement? Plus de moyens, une volonté politique encore plus affichée, même si avec Marlène Schiappa et le Grenelle, il y a eu des avancées. En tout cas, le fait d'en parler a pu faire avancer un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui vous manque? Des moyens? Deux choses, les deux que vous avez indiquées. Des moyens, oui, on s'étonne un peu qu'en 2021,
La notion de financement qui soit prévue soit mise dans le cadre du ministère Égalité. On s'interroge un peu sur le fait que ce soit pas un budget du ministère de la Justice. On s'interroge un peu sur l'absence de loi cadre, c'est-à-dire une loi un peu plus générale, avec un travail transversal de tous les ministères sur cette question qui touche tout. Là, on parle de la justice, mais c'est aussi l'éducation, c'est comment on éduque les enfants tout petits à la crèche et à l'école, à la notion d'égalité filles-garçons, pardon. C'est la sphère professionnelle. Voilà, ça touche, c'est plus global que ça. Du budget, bien sûr, des moyens, bien sûr, notamment pour la justice, mais pas que. On n'y arrivera pas sans ça, avec, encore une fois, peut-être un point plus particulier sur l'hébergement, vous l'aurez compris. Les services de police et de gendarmerie ont enregistré une hausse de 16% des signalements concernant les violences conjugales en 2019. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est en train d'avancer, de rentrer un petit peu quand même dans la tête des femmes. Ça, c'est un des effets du Grenelle. C'est-à-dire que le fait d'avoir mis temporairement la lumière sur cette problématique des violences faites aux femmes, des violences conjugales, ça a amené à ce qu'il y ait plus de dénonciations. Maintenant, en pratique, le traitement, il reste encore beaucoup de choses. Il n'est pas là. On a quand même aussi en 2019 plus 21% de féminicides. Oui, absolument. Merci beaucoup Anaïs Desfosses d'avoir été avec nous, porte-parole j'ai tout en même temps. Vous êtes porte-parole de la Fondation des femmes, dont Anne-Cécile Maillefer est la présidente. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Sud Radio.